Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a ce qu'on appelle le PPTE. Alors, ce programme qui est donc la suite de ce qu'on appelait hier les PAS, plans d'ajustement structurel, on voit une espèce de réjouissance lorsque les gouvernements arrivent à accéder à ce plan qui est proposé par le FMI et la Banque mondiale, euh, comme si cela était destiné en fait à améliorer la vie des populations. Alors, quel est votre point de vue sur ce genre de programme qui normalement euh, est destiné à améliorer la vie des populations? Bon, déjà c'est assez intéressant que le programme dans les étapes, hein, parce qu'il y a des étapes pour arriver à ça, se termine par le point d'achèvement du programme PPTE. C'est un Mmh, peu comme une mise à mort, quoi. mmh, Et nous pensons que c'est le même processus qui avait donné lieu au programme d'ajustement structurel, c'est-à-dire que nos États sont tenus par la bourse, par l'argent, et en fait on propose de fausses solutions qui sont en fait des poisons qui vont tuer les populations. Parce que quand on vous dit que vous avez atteint le point d'achèvement du PPTE, donc vous êtes maintenant un pays pauvre très endetté, on vous donne des solutions comme fermer tous les services sociaux pour pouvoir économiser des sous, mais économiser des sous non pas pour améliorer la condition de la population, c'est pas pour construire des routes, c'est pas pour construire des hôpitaux, c'est pas pour construire des centrales électriques pour mettre le courant et l'eau potable partout. Non, c'est économiser, ne dépensez rien pour vos populations et donner tout à vos bailleurs de fonds. C'est ça en fait. Donc le PPTE, c'est juste une manière pour les institutions internationales et les grandes puissances donc, qui nous tiennent par les bourses de dire, écoutez, on va réduire un peu les dettes que vous nous devez pour que vous puissiez payer le reste. Donc il n'y a rien de bon en soi dans l'initiative PPTE et c'est une initiative qui fait que les gens en fait oublient de parler des vrais problèmes qui sont, si on prend le cas des pays de la zone CFA, des pays qui n'ont même pas d'initiative en termes monétaires parce que leur politique monétaire est contrôlée par d'autres. mmh. Donc des gens comme ça ne peuvent certainement pas gagner avec une quelconque initiative PPTE. Donc il faut qu'on arrête de vendre de la poudre aux yeux aux Africains. Passe PPTE, euh, pour nos pays, c'est l'impasse. L'impasse au niveau de l'initiative publique, parce que lorsque nos dirigeants s'engagent dans ces programmes, euh, pour certains, on les voit même festoyer, parce que on vient d'accéder aux critères définis par la Banque mondiale et le FMI, sauf qu'ils ne disent pas aux populations les contreparties qu'ils ont cédées. C'est-à-dire qu'on ne recrute plus à la fonction publique, c'est-à-dire que les budgets sociaux sont coupés, donc l'école, euh, euh, il faut réduire le nombre d'enseignants, on ne recrute plus ou très peu au niveau de la santé, donc les hôpitaux, les dispensaires et tout ça. On forme moins de cadres dans ces différents secteurs. On privatise la poste, les téléphones, l'électricité, et cela est vendu en plus dans des critères où il n'y a pas de transparence du tout. Euh, non, c'est-à-dire que lorsque on vous parle PPTE, ça signifie plus de difficultés pour les populations, mais plus de richesse pour la caste au pouvoir. Parce que la Banque mondiale et le FMI vont leur prêter à nouveau et eux, ils vont mieux dilapider. Donc c'est ça. Il faudrait que les gens comprennent très bien ce que ça signifie. Et donc, nous sommes pour une souveraineté de nos États par rapport à ces questions économiques
Et donc, c'est pourquoi que nous disons très clairement par rapport à tous les 15 pays qui sont dans la zone franc CFA, il faut sortir de la zone franc CFA. Il faut sortir parce que c'est le moyen par lequel les autres nous tiennent, et nous tiennent bien. Le franc CFA n'appartient à aucun pays africain. Et il n'y a pas de faculté en Afrique même où on enseigne à nos étudiants ce qui est le franc CFA. Il y a des gens qui deviennent docteurs en économie qui n'ont jamais étudié la monnaie qui régit leur quotidien. Le franc CFA reste la propriété de la France. Donc, nous sommes des citoyens dans des États qui n'ont pas de monnaie. C'est ça la réalité. Il faudrait peut-être que nos frères viennent discuter avec nous sur toutes ces questions-là pour voir quel est notre positionnement, pour permettre à nos pays, à notre continent, d'avoir une monnaie unique. Merci. Parlons de démocratie. Le Mali, si on prend ce cas, ça peut se représenter un peu partout. Le Mali a été souvent cité comme l'exemple de réussite de la démocratie. Les élections, puisque c'est le critère aujourd'hui pour juger de la bonne gouvernance ou de la bonne tenue d'une démocratie. Les élections ont souvent été citées comme exemple en Afrique noire. On a été tous surpris par le fait que du jour au lendemain, le Mali bascule d'abord par la perte d'une partie de son territoire menacé, et de deux par un coup d'État. Fait curieux, c'est que ce qu'on a présenté comme les acquis de la démocratie n'ont pas été massivement défendus par les populations. Est-ce que cela vous inspire quelque chose? Parce que on avait cru comprendre que la démocratie était, on va dire, promue par des élections libres et transparentes. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, notre point de vue est simple, c'est-à-dire que souvent, les gens confondent l'électoralisme et la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout un processus électoral qui marche plus ou moins bien. Les gens pensent que c'est ça la démocratie. Mais la démocratie s'accompagne de la justice sociale. Est-ce que, dans le cas que vous nous présentez, il y avait une justice de la redistribution de la richesse nationale? Est-ce que on avait atténué le poids des inégalités sociales? Donc, lorsque vous faites une démocratie où il y a une poignée des gens proches du pouvoir, proches du président, proches du gouvernement, qui, eux, s'empiffrent, dansent, mangent, et que la majorité a faim, vous avez beau faire vos alternances démocratiques, nous considérons que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Les élections seules ne suffisent pas. Il faut que la justice sociale soit une réalité dans le quotidien de chaque citoyen. Donc, si les gens ne peuvent pas avoir de l'eau potable, même s'ils ont eu des élections, à quoi a servi les élections? Si les gens ne peuvent pas avoir de l'électricité, de la lumière, un peu d'énergie pour leur entreprise, pour leur foyer, elle est où la démocratie? Donc, dans la notion de démocratie, il faut, au-delà des échéances électorales proprement dites elles-mêmes, il faut voir ce qui vient après le scrutin. Est-ce que la ville est propre? Est-ce que l'hôpital est propre? Est-ce qu'on soigne tout le monde? Donc, notre positionnement
ce qui a manqué au Mali, entre autres, c'est ça. Parce que, ben oui, la hiérarchie de l'armée, tout le pouvoir vivait bien, mais pas les autres. Aminata Traoré, donc ancienne ministre au Mali, disait récemment que la démocratie ne suffit pas. Je pense qu'on est d'accord, on dirait même, peut-être pour être plus précis, c'est que la démocratie électoraliste ne suffit pas. Comme le président vient de le dire, une démocratie sans justice sociale, ça ne sert à rien. Et ce que la population demande, ce n'est pas qu'on change la balle du pistolet qu'on leur tient contre la tête. Ce n'est pas ça. C'est qu'on arrête de leur pointer un pistolet sur la tête. Quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui en Afrique, ce sont devenus des mouroirs. Si vous avez même une simple arête de poisson que vous avez coincée dans la gorge, quand vous allez arriver à l'hôpital, si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soignera pas. On voit des gens qui sont accidentés, qui arrivent avec le crâne fondu, le sang qui coule, et personne ne s'occupe d'eux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour être soignés. Donc ce n'est pas normal. Et dans des situations comme ça, on ne peut pas considérer qu'on est en démocratie. On ne peut pas considérer que les élections qui se tiennent règlent des vrais problèmes. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que à la Ligue panafricaine Umoja, nous sommes dans une stratégie d'aller vers la population et d'expliquer les vrais problèmes. Nous ne sommes pas intéressés à juste participer à des élections pour participer à des élections. Il faut toucher aujourd'hui aux vrais problèmes et arrêter de mystifier les gens. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à votre stratégie de l'organisation. Parlons de la diaspora et du continent, c'est-à-dire de ce que vous avez appelé des sections territoriales. Comment, comment comptez-vous impliquer la diaspora africaine dans la stratégie en fait d'implantation de la Ligue panafricaine Umoja? Je précise encore un peu, c'est qu'il y a des Africains qui sont en Occident, qui n'ont pas vocation à rentrer. Comment les intéresser à votre projet? Bon, de toutes les façons, pour intéresser nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, il y a deux volets. Disons plutôt qu'il y a plusieurs volets. Il y a ce que nous faisons sur le continent, c'est-à-dire à travers nos sections territoriales qui sont sur le continent. La diaspora a la mission et la nécessité, elle doit soutenir les actions qui sont faites sur le continent, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, enfin en tout cas, tout ce qui se fait sur le continent à travers nos sections territoriales. Notre diaspora a la mission et le devoir de venir en aide. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième élément, c'est l'élément culturel, l'élément de la compréhension de notre propre histoire. Donc, il est vrai que par nos différents parcours, nous n'avons pas tous eu la chance de connaître l'histoire de nos origines, notamment nous qui sommes africains. Donc, il est de notre devoir, nous qui avons pris conscience, de conscientiser les nôtres qui sont là. Et cet éveil des consciences par rapport à leur africanité, notre africanité, fera d'eux des militants de la cause africaine, de la cause panafricaine. Donc, nous voyons bien que nous avons des masses, nous avons de la ressource qui dort. Mais il est de notre devoir de faire de telle sorte que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sachent ce qu'est le continent, l'histoire du continent, l'histoire de leurs propres origines et quelles sont toutes les difficultés que notre peuple a connues. Mais on peut aussi vous retorquer que est-ce que vous n'êtes pas en donneur de leçons, parce qu'on peut vous faire ce genre de reproche, c'est-à-dire que est-ce que de la diaspora, vous n'êtes pas en train de donner des leçons à ceux qui sont sur le continent
Est-ce qu'il n'y aura pas une instrumentalisation? Est-ce qu'il n'y aura pas une espèce d'un groupe de base et puis les satellites, comme on en sait par le passé avec les mouvements de l'Union soviétique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition entre ceux qui sont sur le continent ou ceux qui sont sur la diaspora. Comme on l'a dit au début, il y a des panafricanistes partout, y compris donc sur le continent. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un échange constructif entre tous les panafricanistes, d'où qu'ils soient sur le continent, qu'ils soient sur la diaspora en Europe, qu'ils soient sur la diaspora aux Amériques, qu'ils soient dans les Caraïbes. Il faut qu'il y ait des échanges constructifs, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se donne la main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe sa situation, qu'on soit diplômé ou pas diplômé, qu'on ait des ressources financières ou qu'on n'en ait pas, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais seulement si on a conscience qu'on travaille sur le même chantier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on réunisse nos forces et qu'on se coordonne par tous les moyens pour avancer. Aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, c'est que face au désert d'idées qui règnent sur les questions qui touchent au continent, les panafricanistes n'ont pas encore une audience assez large. Et donc, nous devons travailler à développer notre audience, à toucher le plus de monde. Parce que si aujourd'hui nous sommes minoritaires, nous devons travailler à ce que nous soyons majoritaires dans l'opinion. Et une fois que nous serons majoritaires, nous pourrons changer le cours du destin de notre continent, qui est aujourd'hui malheureusement à la dérive.